Ma fille de 4 ans est restée chez ma belle-mère et est rentrée à la maison. À partir de ce jour-là, elle a complètement arrêté de manger. Chloé, s'il te plaît, mange un peu, ai-je supplié à plusieurs reprises, mais elle a seulement secoué la tête. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruit étrange venant de sa chambre. J'ai ouvert la porte doucement et j'ai regardé à l'intérieur, je suis resté figé de terreur. Parce que le corps de ma fille était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Notre petite maison est située dans un quartier résidentiel paisible, en périphérie de Boston. Nous sommes seulement 3, mon mari Marc, notre fille Sophia de 4 ans, et moi, Emily. Je travaille à domicile en tant que graphiste. Mes matinées sont consacrées à réveiller Sophia, préparer le petit déjeuner, la divertir, et glisser quelques emails avec les clients dès que possible. C'est loin d'être facile, mais la joie de voir ma fille grandir sous mes yeux est inestimable. Marc est directeur des ventes. Il part tôt le matin et rentre souvent tard le soir. Même épuisé, il s'illumine toujours en voyant Sophia. Les week-ends, le voir la porter sur ses épaules au parc était l'image parfaite du père. Notre vie était soutenue par ma belle-mère Patricia et ma belle-sœur Jessica. Elles habitent à environ 20 minutes en voiture. Patricia vit seule depuis qu'elle a perdu son mari jeune. Je me souviens encore du jour où je l'ai rencontrée pour la première fois. Après 3 mois de relation avec Marc, j'ai été invité chez sa famille. Patricia m'a accueilli à la porte et m'a enveloppé dans une chaleureuse étreinte. Elle disait toujours que prendre soin de sa petite fille était sa plus grande joie, et elle le pensait sincèrement. Elle gardait Sophia 2 ou 3 fois par semaine. Jessica a une personnalité pétillante et extravertie, et elle nous rendait visite souvent. Pour l'anniversaire de Sophia, elle apportait toujours un gros cadeau qui ravissait ma fille. J'étais vraiment reconnaissante du soutien de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Je pensais que nous n'aurions pas pu rêver d'une meilleure famille. Sophia adorait sa grand-mère et sa tante Jessica. Les jours où elle allait chez Patricia, elle était excitée dès le réveil, fourrant elle-même des jouets dans son petit sac à dos. Quand j'allais la chercher, elle me racontait toujours joyeusement sa journée, préparant des biscuits avec grand-mère, ou comment tante Jessica lui lisait des livres d'images. Chaque fois que je voyais le visage heureux de ma fille, je me sentais béni d'avoir un tel système de soutien merveilleux. Cette routine paisible a changé. Il y a 3 semaines, j'ai décroché un projet majeur avec une grande agence de publicité, consistant à créer une identité visuelle complète pour une nouvelle marque à partir de zéro. C'était le plus grand travail de ma carrière de designer. La date limite était dans 3 semaines. Je savais que le calendrier serait incroyablement exigeant. Les voyages d'affaires de Marc augmentaient également à cette période. Certaines semaines, il était absent la moitié du temps. Je commençais à me sentir dépassé. Concilier travail et garde d'enfants devenait plus difficile que jamais. Un soir, Patricia a appelé. Elle m'a gentiment dit de leur laisser les choses et de me concentrer sur mon travail. Non seulement elle garderait Sophia, mais elle a proposé de la laisser dormir chez elle si nécessaire. J'ai failli pleurer de gratitude. Je me sentais si chanceuse d'avoir une belle-mère aussi compréhensive. Après cela, Sophia a commencé à rester plus souvent chez Patricia. Ce qui a commencé par 1 fois par semaine est devenu 3 ou 4 jours par semaine à mesure que le projet atteignait sa phase critique. Parfois, elle restait tout le week-end. Bien que la séparation d'avec ma fille me manquât, je me disais que c'était nécessaire pour faire mon travail parfaitement. Chaque fois que j'entendais sa voix au téléphone, j'étais soulagé qu'elle aille bien. Patricia la louait toujours, disant « Sophia était si sage ». Je me sentais vraiment soutenu par ma famille. Je restais assise devant mon ordinateur du matin au soir, plongée dans mes créations. La réponse du client était excellente. Encore un petit effort. Une fois que j'aurai terminé cela, je passerai beaucoup de temps avec Sophia. C'est ce que je me disais au fil des jours. Alors que le projet entrait dans sa phase finale, ma vie est devenue encore plus mouvementée. Les demandes de révision du client affluaient sans cesse, et je ne dormais plus que 3 ou 4 heures par nuit. Marc était en voyage d'affaires à Seattle et ne reviendrait pas avant la fin de la semaine. Sophia restait chez Patricia. Le plan était pour 2 nuits et 3 jours. Vendredi soir, je suis allé chercher ma fille. Sophia se tenait tranquillement devant la porte d'entrée de Patricia. D'habitude, elle courait me serrer dans ses bras, mais ce jour-là, c'était différent. Je me suis dit qu'elle devait être fatiguée. J'étais moi-même épuisé, alors je n'ai pas trop réfléchi au changement de comportement de ma fille. Dès que nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à préparer le dîner. Des macaronis au fromage, le plat préféré de Sophia. Préparé avec beaucoup de cheddar,
cuit au four jusqu'à ce que le dessus soit doré. Ma fille venait toujours dans la cuisine quand elle sentait ça, suppliant de manger tout de suite. Mais ce jour-là, Sofia est restée sur le canapé du salon sans bouger. J'ai servi les macaronis frais sur une petite assiette et les posés sur la table de la salle à manger. Sofia, le dîner est prêt, ai-je appelé. Et ma fille s'est lentement assise sur sa chaise, mais elle n'a pas tendu la fourchette. Tu ne vas pas manger, ai-je demandé. Sofia a secoué la tête. Je n'ai pas faim, a-t-elle dit d'une petite voix. J'ai souri, pensant qu'elle avait dû beaucoup manger chez grand-mère. Patricia était une excellente cuisinière, alors elle lui avait probablement préparé quelque chose de spécial. C'était bien. Pas besoin de la forcer à manger. Le lendemain matin, j'ai préparé les crêpes préférées de Sofia. Du sirop d'érable coulé dessus avec des fraises sur le côté. Son petit déjeuner préféré. Mais Sofia a de nouveau secoué la tête. Elle ne voulait même pas prendre sa fourchette. Sofia, mange juste un peu, ai-je dit doucement. Ma fille a simplement secoué la tête en silence. Je commençais à m'inquiéter, mais je me suis dit que les enfants pouvaient être capricieux. Ils traversent des phases comme ça. J'ai travaillé toute la matinée, et à l'heure du déjeuner, j'ai fait des sandwichs et appelé ma fille. Sofia s'est assise à table, mais de nouveau elle n'a pas mangé. Elle n'a bu que de l'eau. Au moins, c'était ça. Le dîner fut pareil. J'ai fait une soupe aux nouilles et au poulet. Facile à digérer et réconfortante. Mais Sofia ne voulait même pas prendre sa cuillère. Je me suis assise en face d'elle à table et j'ai regardé son visage. Elle semblait plus pâle que d'habitude, mais c'était peut-être juste l'éclairage. J'étais épuisé et je ne pouvais pas penser clairement. Le troisième matin, je me suis sérieusement inquiété. Sofia n'a pas pris de petit déjeuner. Elle n'a pas mangé le déjeuner. Quand l'heure du dîner est arrivée, ma fille ne voulait toujours toucher à aucun aliment. Elle n'a bu que de l'eau. Je me suis assise à côté de Sofia et j'ai posé ma main sur son front. « Tu as mal quelque part ?» ai-je demandé. Sofia a secoué la tête. « Tu n'as pas faim ?» ai-je demandé. Ma fille a de nouveau secoué la tête. J'ai appelé Patricia. Ma belle-mère a semblé surprise et a dit qu'elle mangeait normalement quand elle était chez elle. Elle a continué, les enfants traversent parfois des phases comme ça. Ne t'inquiète pas. Je me suis senti un peu rassuré. Patricia était une mère expérimentée. Ses paroles avaient du poids. Ce n'était probablement que temporaire. Mais le 4e jour, le 5e jour, la situation n'a pas changé. Sofia n'a rien mangé. Elle n'a bu que de l'eau. Le corps de ma fille s'amincissait clairement. Ses joues étaient creuses. Des cernes sombres sont apparues sous ses yeux. Ce n'était pas le visage d'une enfant de 4 ans. J'ai arrêté de travailler. La date limite du projet approchait à grands pas, mais je m'en fichais. Je devais être avec ma fille. Je suis resté aux côtés de Sofia toute la journée. Je lui ai lu des livres d'images. Nous avons regardé la télévision ensemble, mais ma fille n'a pas ri. Elle a à peine répondu. C'était comme si son âme avait quitté son corps. J'ai essayé de lui offrir de la nourriture encore et encore. Des fruits, des biscuits, de la crème glacée, tout ce qu'elle aimait. Mais Sofia a juste secoué la tête. La 6e nuit, j'avais atteint mes limites. Je n'avais pas répondu aux emails du client. Je ne répondais pas aux appels téléphoniques, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma fille. Demain, j'ai décidé de l'emmener chez le pédiatre. Peut-être avait-elle une maladie. Elle avait besoin de voir un spécialiste. Après le dîner, j'ai mis Sofia au lit. Ma fille s'est recroquevillée et s'est endormie immédiatement. Je suis retourné au salon et me suis assise sur le canapé. Quand j'ai fermé les yeux, je me suis endormi tout de suite. J'étais complètement épuisé. Vers 2 heures du matin, un son m'a réveillé. Au début, j'ai cru que c'était un rêve, mais ensuite je l'ai entendu de nouveau. Une petite voix venant de la chambre de Sofia. Je me suis redressé et suis entré dans le couloir. La porte de ma fille était fermée. En écoutant attentivement, j'entendais clairement une voix. Sofia murmurait quelque chose, « Maman, va mieux ». C'était la voix de ma fille. J'ai senti mon cœur battre violemment. « Va mieux » Qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'étais pas malade. De quoi parlait-elle? Avec des mains tremblantes, j'ai lentement tourné la poignée de porte. Je l'ai poussée doucement pour éviter tout grincement. Le clair de lune illuminait la pièce. La lumière filtrant par un interstice des rideaux éclairait la petite silhouette de ma fille. Sofia était assise sur le lit, les genoux repliés, serrant contre sa poitrine une photo encadrée de moi. Son corps tremblait. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert un peu plus la porte. Le plancher a grincé, mais Sofia n'a pas remarqué.
Ma fille continuait de murmurer à la photo, « Maman, Sophia fait tellement d'efforts. Je fais vraiment des efforts. Alors, s'il te plaît, va mieux. S'il te plaît. » J'étais confuse. Faire des efforts. Quels efforts faisait-elle? Et pourquoi devais-je aller mieux? Je n'étais pas malade. J'étais en bonne santé, mais ma fille priait comme si j'étais mourante. Je suis entré dans la pièce. « Sophia ?» ai-je appelé. Ma fille s'est retournée, effrayée. Au clair de lune, je pouvais voir clairement le visage de Sophia. Il était trempé de larmes. Ses joues étaient émaciées. Les cernes sous ses yeux étaient profonds. Elle ressemblait à une personne différente. La peur se lisait dans les yeux de ma fille. La peur d'être surprise par moi. Je me suis approché du lit et j'ai essayé de m'asseoir à côté d'elle, mais Sophia a tressailli et a reculé un instant comme si j'étais un monstre. Cette réaction m'a presque brisé le cœur. « C'est maman. N'aie pas peur », ai-je dit doucement. Mais ma fille continuait de trembler. « Maman, je suis désolée. » La voix de Sophia était petite et tremblante. « De quoi es-tu désolée ?» ai-je demandé, mais ma fille ne pouvait pas répondre. Elle ne faisait que pleurer. J'ai tendu les bras pour la serrer dans mes bras. Cette fois, Sophia ne s'est pas éloignée. J'ai tenu le corps émacié de ma fille. Ses os saillissaient. Bien sûr. Elle n'avait presque rien mangé pendant 6 jours. « De quoi es-tu désolée ?» ai-je demandé de nouveau. « Dis-moi, Sophia. Maman ne sera pas fâchée. Je te le promets. » Ma fille a continué de pleurer dans mes bras. Et finalement, d'une petite voix, elle a dit, « Sophia fait des efforts. Pour maman, pour maman. » J'ai répété, « Des efforts pourquoi ?» Sophia a répondu en tremblant, « Pour ne pas manger. Je ne suis pas censé manger. » Mon corps s'est figé. Pas censé manger. Qui lui avait dit une chose pareille? Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi ne peux-tu pas manger? Sophia cherchait ses mots. J'ai doucement tenu les épaules de ma fille et les regardé dans les yeux. Quelqu'un t'a dit ça? Sophia a légèrement hoché la tête. Qui? Ai-je demandé, mais ma fille ne pouvait pas répondre. Elle ne faisait que pleurer comme si elle portait un terrible secret. J'ai tenu Sophia et je me suis allongé sur le lit. J'ai doucement frotté son dos. Tout va bien. Tout va bien, ai-je murmuré encore et encore, bien que je ne savais pas moi-même ce qui allait bien. Je voulais juste réconforter ma fille. Finalement, épuisée, Sophia s'est endormie. Je suis resté à ses côtés toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Mon esprit tournait avec des pensées. Le lendemain matin, Sophia était un peu plus calme. Nous nous sommes réveillés ensemble dans le lit. Ma fille a regardé mon visage et les larmes sont de nouveau montées. J'ai souri doucement. « Sophia, veux-tu tout raconter à maman ?» ai-je demandé. « Maman ne sera absolument pas fâchée. Je te le promets. » Ma fille a regardé mes yeux. Puis, d'une petite voix, elle a commencé à parler. Grand-mère l'a dit. Mon corps s'est raidi. « Qu'est-ce que Patricia a dit ?» ai-je demandé doucement. « Que maman est malade. » La voix de Sophia tremblait. J'ai haleté. Malade. Que j'étais malade? Qui avait décidé une telle chose? J'étais sur le point de dire que je n'étais pas malade, mais les mots suivants de ma fille m'ont figé. Que si Sophia mange, maman va mourir. Mon esprit est devenu vide. Si Sophia mange, je mourrai. Une histoire aussi absurde pouvait-elle exister, mais ma fille a continué, si Sophia se retient, maman ira mieux. Alors je faisais des efforts pour maman. Mon corps tremblait de colère et de tristesse. Patricia, ma belle-mère de confiance, avait raconté un tel mensonge à ma fille de 4 ans. Pourquoi? Dans quel but? Que prévoyait-elle en affamant ma fille? Mais pour l'instant, je devais rester calme devant ma fille. J'ai pris une profonde inspiration. Sophia, c'est un mensonge, ai-je dit doucement mais fermement. Maman n'est pas malade. Je vais bien. Regarde, je suis en très bonne santé. J'ai pris la main de ma fille et l'ai posée sur ma joue. Même si tu manges, maman ne mourra pas. En fait, si tu ne manges pas, maman est triste. Très, très triste. Sophia semblait confuse. Mais grand-mère a dit? Ma fille a dit. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Grand-mère s'est trompée. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de te retenir. Ma fille a pleuré dans mes bras. Cette fois, c'était des larmes de soulagement. J'ai pleuré aussi. Des larmes de colère et de tristesse que ma fille ait souffert pendant 6 jours, qu'une enfant de 4 ans se soit affamée en essayant de sauver sa mère. La cruauté de cela me déchirait le cœur. Cet après-midi-là,
pendant que Sophia faisait la sieste, j'ai pris mon téléphone portable avec des mains tremblantes. J'ai composé le numéro de la police. Quand l'appel a été connecté, j'ai commencé à expliquer la situation, que ma fille de 4 ans refusait de manger, que ma belle-mère lui avait menti, disant que je mourrais, qu'elle abusait psychologiquement de ma fille. Ma voix tremblait, mais je l'ai dit clairement. Je devais protéger ma fille, même si c'était ma belle-mère. Je ne pouvais pas pardonner cela. À l'autre bout, l'opérateur a répondu sérieusement, « Nous allons enquêter immédiatement », m'a-t-on dit. J'ai raccroché et je me suis assise sur le canapé. La police est venue chez nous ce soir-là. 2 détectives se tenaient à la porte. La détective, une femme, s'appelait Davis. Elle avait des yeux bienveillants. Je les ai conduits au salon et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Que Sophia avait refusé de manger pendant 6 jours. Que cela avait commencé le jour où elle était revenue de chez ma belle-mère. Et la nuit dernière, la terrible vérité que j'avais entendue de ma fille. La détective Davis a écouté avec une expression sérieuse. « Puis-je parler directement à votre fille ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Sophia s'est assise à côté de moi et a répondu aux questions de la détective Davis. Au début, ma fille avait peur, mais la détective lui a parlé doucement et lentement. « Sophia, qu'est-ce que grand-mère a dit ?» Ma fille a répondu d'une petite voix, que maman est malade et pourrait mourir, alors je ne devais pas manger. « Quelqu'un d'autre t'a dit ça ?» a demandé la détective Davis. Sophia a hoché la tête. Tante Jessica aussi. Elles ont toutes les deux dit la même chose. Que je devais garder le secret. Que si je le disais à maman, maman mourrait. J'ai serré les poings. Ce n'était pas seulement Patricia. Jessica était également complice. Elles avaient toutes les deux planifié cela ensemble. Que essayaient-elles de me faire en utilisant ma fille de 4 ans? Les détectives ont pris des dépositions détaillées. La date à laquelle Sophia était restée chez Patricia, les mots prononcés par ma belle-mère et ma belle-sœur, les changements de comportement de ma fille. Ils ont tout enregistré. Puis ils ont dit qu'ils convoqueraient Patricia et Jessica pour interrogatoire. J'ai hoché la tête, tremblante. Le lendemain, Patricia et Jessica ont été interrogées au poste de police. J'attendais dans une pièce séparée. À travers la vitre, je pouvais les voir. Au début, elles ont tout nié, nous n'avons jamais dit cela. L'enfant est juste confuse. Patricia était calme. Elle a conservé son comportement habituellement posé. Mais lorsque la détective a annoncé qu'elle commençait une enquête formelle pour maltraitance d'enfants, le visage de Jessica a changé. Elle est devenue agitée et a regardé Patricia. Ma belle-mère a lancé à sa fille un regard perçant. Un ordre silencieux de se taire, mais les mains de Jessica tremblaient. La police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Patricia. J'ai accompagné. C'était la première fois que j'entrais dans la maison de ma belle-mère depuis le jour où j'avais récupéré Sophia. Je me suis reproché de n'avoir rien remarqué ce jour-là. Qu'est-ce que ma fille avait dû ressentir pendant qu'elle était ici? Quels mots avait-elle entendu? La perquisition a été minutieuse. Les détectives ont vérifié le salon, la cuisine, les chambres, toutes les pièces. Et puis, dans la chambre de Jessica, ils ont trouvé un carnet. La détective Davis l'a ouvert et son expression s'est assombrie. « Regardez ça » m'a-t-elle dit. Le carnet contenait un plan écrit d'une écriture soignée avec des dates, briser Émilie mentalement. Utiliser sa fille pour pousser Émilie au désespoir, la rendre névrosée, et finalement la pousser au suicide. Alors Sophia sera à nous. Marc sera trop anéanti pour faire quoi que ce soit. Nous élèverons la fille. Sophia deviendra ma fille. J'ai eu la nausée. C'était calculé. Ma belle-mère et ma belle-sœur avaient essayé de me tuer, non pas de leurs propres mains, mais en utilisant ma fille, en utilisant une enfant de 4 ans comme un outil. J'ai tremblé devant leur cruauté. Confrontée aux preuves, Jessica a craqué. Dans la salle d'interrogatoire, elle s'est effondrée en larmes. « Je voulais juste être mère », a-t-elle dit. 5 ans de traitement de fertilité et rien, dépensant des centaines de milliers de dollars mais sans résultat. Chaque fois que je voyais Sophia, j'étais jalouse, envieuse. Je pensais que si Émilie disparaissait, Sophia deviendrait ma fille. Je pourrais l'élever. En tant que sœur de Marc, je pensais en avoir le droit. Patricia a également cédé. J'essayais juste d'aider ma fille, a dit ma belle-mère. Voyant Jessica souffrir, je voulais faire quelque chose pour elle. Émilie n'était qu'une étrangère, pas de la famille de sang. Sophia est ma vraie petite fille. Mon sang. Tant qu'elle était heureuse, rien d'autre n'avait d'importance. J'ai entendu ces mots de l'extérieur de la salle d'interrogatoire. N'étais-je pas de la famille?
ai-je crié. J'ai ouvert la porte et suis entré. Pendant 7 ans, je vous ai considéré comme ma famille. Je vous ai fait confiance. Je pensais qu'il était sûr de vous laisser ma fille, mais je n'étais qu'une étrangère. Patricia m'a regardé. Il n'y avait ni regret ni excuse dans ses yeux. Juste une froide réalité. Tu es une étrangère, Emily. Tu l'as toujours été. Seule Sophia est de la vraie famille. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Jessica a continué de pleurer. Je suis désolée. Je suis désolée, a-t-elle répété. Mais je ne pouvais pas accepter ses excuses. Elle avait affamé ma fille. Elle avait semé chez une enfant de 4 ans la terreur que sa mère mourrait. Je ne pourrais jamais pardonner cela. Cette nuit-là, Patricia et Jessica ont été arrêtées. Les accusations étaient de maltraitance d'enfants, d'abus psychologiques et de complot en vue de commettre un meurtre. Elles ont été menottées et mises dans des véhicules de police. J'ai regardé de loin. Mark s'est précipité au poste de police directement de l'aéroport. Il était rentré en vitesse de son voyage d'affaires à Seattle. Il nous a serrés dans ses bras, moi et Sophia. Je suis désolé de n'avoir rien remarqué. La voix de Mark tremblait. Il pleurait aussi que sa mère et sa sœur aient été arrêtées, qu'elles aient essayé de faire du mal à sa femme et à sa fille. Il ne pouvait pas accepter cette réalité. Je n'ai rien remarqué non plus, ai-je dit. Je leur ai laissé Sophia. Je leur ai fait confiance, mais tout n'était qu'un mensonge. Mark a passé son bras autour de mon épaule. Nous avons pleuré ensemble. Sophia a dit d'une petite voix entre nous, « Maman va vraiment bien? Elle ne va pas mourir ?» J'ai pris ma fille dans mes bras. « Je vais bien. Je serai avec toi pour toujours. Papa est là aussi. Nous allons vivre tous les 3 ensemble à partir de maintenant. » Ma fille a enroulé ses bras autour de mon cou et enfin, elle a souri. Plusieurs mois plus tard, le verdict a été rendu au tribunal. Mark était assis à côté de moi dans la galerie. Nous avions laissé Sophia chez une amie. Je ne voulais pas que ma fille voie ça. Le juge a lu le verdict. Jessica Montgomery pour les crimes de maltraitance d'enfants et d'abus psychologiques, 10 ans de prison. Patricia Montgomery pour complot, 7 ans de prison. La salle d'audience a bourdonné. Jessica a éclaté en sanglots tandis que Patricia est restée inexpressive. Avant de partir, Jessica s'est retournée. « Sophia, je suis désolée. Ta tante s'est trompée. » Sa voix tremblait, mais je n'ai rien dit. Sophia n'était pas là. Protéger ma fille était tout ce qui comptait pour moi maintenant. 6 mois se sont écoulés depuis. Nos vies revenaient progressivement à la normale. Sophia parvenait lentement à manger de nouveau. Mais parfois, elle a encore peur de manger. Quand cela arrive, je m'assois toujours à côté de ma fille et je mange avec elle. Regarde, maman mange aussi. Mangeons ensemble. Un dimanche après-midi, Sophia m'a posé une question. Maman, grand-mère et tante Jessica n'aimaient pas Sophia? J'ai eu du mal à savoir comment répondre. Comment devais-je expliquer cela? Peut-être qu'elles ont essayé de t'aimer de la mauvaise manière, ai-je dit. Mais tu sais quoi? La vraie famille ne se fait pas de mal. Sophia a penché la tête. Puis elle a hoché la tête. Tu es une fille si intelligente, ai-je dit, les larmes aux yeux. Ma fille a touché ma joue. Ne pleure pas, maman. Sophia va bien. En prison, Jessica regardait une photo de Sophia dans sa cellule. C'était la dernière que je lui avais donnée. Qu'est-ce que je faisais, pensait-elle. Je voulais être mère, mais je suis devenue un monstre. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Personne n'est venu visiter la cellule de Patricia. Seule une lettre est arrivée de son fils, Mark. Maman, je ne te contacterai pas avant un moment. Protéger Sophia est ma priorité absolue en ce moment. Patricia a serré la lettre et a pleuré. J'ai essayé de protéger ma famille et j'ai perdu ma famille. Un samedi ensoleillé. Nous étions au parc. Sophia courait en riant. « Maman, regarde !» a crié ma fille. J'ai salué avec un sourire. Quand je me suis assise sur le banc, Mark est venu s'asseoir à côté de moi. Sophia va tellement mieux. Oui, mais cela prendra encore du temps. Sophia est revenue en courant. Maman, j'ai faim. En entendant ces mots, j'ai eu les larmes aux yeux. Alors rentrons à la maison et déjeunons. Nous sommes rentrés tous les 3 main dans la main. Au soleil couchant, l'ombre de notre petite famille s'allongeait. J'ai appris que la vraie famille n'est pas une question de lien de sang, mais de lien de protection et de respect mutuel. Nous 3 continuerons à marcher ensemble, quelles que soient les difficultés. Les liens formés par l'amour ne peuvent jamais être brisés. C'était la seule et la plus importante vérité que j'ai tirée de cette épreuve.